Bien. Aujourd'hui, on va voir la solution de notre problème de résistance des matériaux dans l'examen final et on va donner l'énoncé. Donc, nous avons une poutre AB qui est réalisée par le collage de 3 planches au niveau des joints AA et BB, c'est-à-dire les joints qui sont là, AA et BB. Elle est sujette dans son plan de symétrie à ce chargement qui est donné sur la figure. Sachant que la largeur de chaque joint collé est 20 mm, c'est-à-dire la largeur qui est là, dans ce joint, et là aussi, d'accord, 20 mm, on demande de tracer le diagramme de l'effort tranchant et de moment fléchissant. On donne le moment d'inertie central de toute cette section par rapport à l'axe central qui passe par le point C. Elle est donnée par, le moment, il est donné par une valeur de 8,63 10-6 mètres puissance 4. Vérifie la résistance des deux joints à ce chargement. On va donner les contraintes admissibles. Sigma admissible, c'est 2500 kPa et taux admissible, c'est 700 kPa. Très bien. Donc, avant de commencer un problème d'RDM, on doit toujours calculer les réactions d'appui. Nous avons notre poutre qui est là. Nous avons les chargements P1 et P2 de 1,5 kN. Donc, pour calculer les réactions, on va appliquer le principe fondamental de la statique. C'est-à-dire, sigma, qui est là, sigma, dFy égale à 0. Donc, RA, moins 1,5 plus RB égale à 0. Donc, nous avons RA plus RB égale à 3 kN. Aussi, nous avons sigma des moments par rapport à A, par exemple. Vous avez RB, sens anti-horaire, donc positif, RB fois le bras de levé, c'est-à-dire toute la distance de la longueur de la poutre, donc c'est 1 mètre, moins 1,5 fois 0,6, moins 1,5 fois 0,4. Et on obtient, en utilisant les deux équations, nous avons deux équations à deux inconnus, on trouve RA égale RB égale à 1,5 kN. C'est vrai que par symétrie, on peut trouver directement RA, RB, mais dans l'examen, il faut le démontrer. Pour tracer le diagramme maintenant de l'effort tranchant et de moment fléchissant, on doit utiliser la méthode des coupes, c'est clair. Là, nous avons trois coupes. Nous avons une coupe entre la réaction RA et le chargement PA, une deuxième coupe entre les deux charges ponctuelles P1 et P2, et une troisième coupe 3 entre la charge ponctuelle P2 et la réaction RB. On va commencer par la première coupe qui démarre de 0. X, il démarre toujours de point A à gauche et sa valeur, elle est de 0 à 0,4. D'accord? Donc, je vais isoler le tronçon de gauche. Je vais appliquer le principe fondamental de la statique sur ce tronçon de gauche. Dans la coupe 1, je vais tracer aussi l'effort tranchant T1 et le moment fléchissant M1. Je vais les tracer positifs suivant la convention de signe. Une fois j'ai isolé ce système, donc c'est un corps libre, donc je vais appliquer le PFS et toutes ces forces et moments deviennent des forces extérieures. Donc, je vais respecter la convention de signe. Donc, sigma d Fy égale à 0. Donc, plus RA moins T1 égale à 0. Donc, T1 égale RA égale 1,5 kN. Sigma des moments par rapport à la coupe 1. Donc, M1 positif moins RA fois X égale à 0. Donc, je tire directement M1 égale RA X, c'est-à-dire 1,5 X kN mètre. Maintenant, je vais passer à la deuxième coupe de la même manière. C'est une coupe qui démarre de 0 à 4 à 0,6. Je vais appliquer le PFS de la même manière. Je trouve
T2 égale à 0. En respectant les conventions de signe. Sigma des moments par rapport à la coupe 2, de la même manière, j'applique donc c'est plus M2, d'accord, moins RA fois X, et plus P1 fois cette distance qui est là, donc cette distance c'est X moins 0,4. Et je trouve une valeur de 0,6 kN/m. Très bien. La coupe 3 maintenant, je vais isoler le tronçon de droite maintenant. N'oubliez pas de tracer par convention de signe l'effort T3 et moment M3 dans la coupe 3, positif, suivant cette coupe. Attention, on est à gauche de la coupe. Donc le M3 et T3, pour être positif, ils doivent être dans ce sens. Et bien sûr, X, il démarre toujours de point A. Je vais appliquer sigma des forces. Je trouve T3 égale à moins RB, donc moins 1,5. Et sigma des moments par rapport à la coupe 3, de la même manière, je trouve 1,5 L-X kN/m. Très bien. Donc, j'ai obtenu les équations de l'effort tranchant et le moment fléchissant dans tous les tronçons. Donc, je vais maintenant passer au tracé de mon diagramme. Et pour tracer le diagramme, je m'intéresse aux points les plus importants qui sont les points d'application des forces, c'est-à-dire x égale à 0, x égale à 0,4, x égale à 0,6 et x égale à 1 mètre. Donc, le moment fléchissant, nous l'avons trouvé dans le premier tronçon égal à plus 1,5, il est constant. Ensuite, dans la coupe 2, il est nul. Et dans la coupe 3, il est égal à moins 1,5. Très bien. N'oubliez pas de disposer le diagramme T et M au-dessous, directement au-dessous de votre poutre. En traçant les dimensions, en traçant tous les chargements et toutes les réactions existantes. Très bien. Pour le moment, je vais remplacer. Donc, j'ai les équations de moment. Je remplace X par ces valeurs consécutives et je vais déduire mon diagramme de moment, comme ça, d'accord, les 4 points. Les équations de moment, c'est des équations linéaires par rapport à X, donc je vais les relier par des droites, d'accord, et je remarque comme résultat que l'effort tranchant maximum, c'est 1,5, et là, vous devez voir les deux, c'est-à-dire même si vous avez un effort tranchant moins, il faut prendre la valeur absolue, d'accord. Donc, le moment fléchissant maximum, d'après cette courbe, c'est 0,6 kN/m. Donc, je vais utiliser ces deux valeurs pour répondre à la deuxième question, qui est le calcul de la résistance de ma poutre. Je dois donc, pour calculer la résistance, je dois calculer les contraintes. Et pour calculer les contraintes de cisaillement et les contraintes de normale, je vous rappelle que la contrainte normale, elle est fonction du moment et la contrainte tangentielle de cisaillement, elle est fonction de l'effort tranchant. Et pour les calculer, j'aurai besoin des distances parce que je cherche les contraintes au niveau de AA et BB. Donc, je dois connaître les distances. Et pour connaître les distances, je commence par calculer le centre de gravité de la section, c'est-à-dire je vais calculer le Y bar, la position du centre de gravité en rouge qui est là, d'accord? Donc, j'ai une surface composée, donc je vais la décomposer en 3, donc c'est une méthode qu'on a déjà vue, classique, donc A1, A2, A3, donc j'ai les Y bar de chaque surface, j'ai la section de chaque surface, le produit, la somme des produits et la somme des AI, je tire directement Y bar égale à 68,3 mm. Très bien. Donc, une fois vous avez ça, donc vous pouvez calculer, puisqu'on cherche les contraintes ici en AA et en BB. Donc, on peut connaître facilement la distance de
BB par rapport à l'axe central que je vais appeler par exemple Y3. Et je connais aussi la distance entre l'axe et AA, je vais l'appeler Y1. Et même chose pour les Y que je vais utiliser dans le calcul de la contrainte normale. On va voir. Donc, premièrement, calcul de la contrainte normale en AA, dans le joint AA. Donc, nous avons l'équation de la flexion. Donc, la contrainte maximale en A, c'est moins le moment maximum qu'on a trouvé dans le diagramme, c'est 600 Newton-mètre. Le Y, donc c'est la position de AA, donc elle est là. Je vais l'appeler Y plus parce qu'elle est au-dessus. Donc, c'est la distance de AA par rapport à l'axe. Donc, Y plus, elle est égale à, donc, à toute cette hauteur que je connais, moins 68,3, ça va me donner 31,7 mm. Donc, c'est 0,0317 mètres. N'oubliez pas de convertir toutes les valeurs, toutes les unités vers les unités internationales, c'est-à-dire le mètre. Bien. Je calcule, je trouve une valeur sigma max en AA égale à moins 2204 kPa. C'est normal parce que mon moment il est positif, donc les surfaces qui sont au-dessus de l'axe neutre sont en compression, c'est-à-dire toutes ces surfaces, tous ces niveaux qui sont, toutes les fibres qui sont là, toutes les fibres sont en compression. Automatiquement, la fibre AA qui est là, elle est en compression et je trouve son sigma égal à moins, sigma maximal bien sûr, moins 2204. Maintenant, je vais calculer la contrainte normale en BB. Donc, BB, on est là. D'accord? Donc, on doit chercher la distance entre le niveau de BB et l'axe neutre. C'est cette distance qui est là que je vais appeler par exemple Y moins. Donc, j'ai toutes les distances, d'accord? J'obtiens directement Y moins égale à 0,048 mètres. Je la remplace et j'obtiens une valeur de sigma qui est égale à, vous avez le moins qui part avec le moins, 1 plus 3358 kilopascales. Ça, c'est les contraintes normales en AA et en BB. Maintenant, je vais calculer aussi les contraintes de cisaillement en AA et aussi en BB. Bien, j'applique directement la loi. La loi, donc, la deuxième loi de la flexion, la contrainte de cisaillement, c'est maximal, bien sûr, en AA, c'est l'effort tension maximum fois le moment statique Q1 sur le moment quadratique fois la largeur B au niveau de AA. On sait qu'elle est égale à 20 mm. Cette distance, c'est 20 mm. D'ailleurs, c'est la même distance en BB. Très bien. Donc, l'effort tranchant, je l'ai d'après la courbe. Le diagramme, c'est 1,5 kN. Donc, c'est 1500 N. Le Q1, c'est le moment statique de la surface qui est juste au-dessus de niveau que je cherche, le niveau AA, qui est là, le joint. C'est normal, c'est le moment statique par rapport à l'axe neutre. D'accord? Donc, je dois ajouter, bien sûr, ici, j'ai cette valeur, je dois lui ajouter cette valeur qui est égale à 10. Donc, c'est 0,0417. Voilà, 0,0417. Et j'obtiens directement ma valeur, c'est 725 kPa. La même chose maintenant pour le calcul de la contrainte de cisaillement en BB. La contrainte de cisaillement maximale en BB, c'est Tmax, qui est égal à 1500. On l'a obtenu à partir du diagramme. Q2 maintenant, c'est quoi? Q2, si on applique les résultats de cours, c'est, BB on est là, c'est le moment statique de toute cette surface qui est au-dessus, d'accord, de BB par rapport à l'axe neutre.
Mais au lieu d'utiliser tout ce calcul pour rien, on sait que le moment statique d'une section de toute la surface par rapport à l'axe central, elle est nulle. Donc, automatiquement, le moment de cette surface qui est au-dessus, c'est le moment de cette petite surface égal à moins le moment statique de cette surface qui est là. La surface qui est au-dessous de bébé. Donc, ça revient plus simple. Ça serait plus simple c'est facile de calculer le moment statique. Avec un moins, bien sûr. Donc, je vais le remplacer. D'accord? J'ai la contrainte. J'ai le QC. Donc, c'est la surface au-dessous de bébé fois la distance Y3. Et les distances, c'est un moins. D'accord? Mais nous, on cherche pas les valeurs pour les contraintes, on cherche surtout la valeur absolue. Donc, c'est pas la peine de revoir le moins ici. On trouve un taux BB, la contrainte de cisaillement en BB égale à 608 kPa. Maintenant, j'ai toutes les contraintes, les deux contraintes dans les deux joints. Je vais vérifier leur résistance. Bien. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la contrainte normale en BB, elle est égale à 3358. Elle est là. Elle est supérieure à la contrainte admissible. C'est clair. C'est une contrainte admissible. Elle est déjà donnée. Donc, certains élèves me disent qu'il faut remplacer ou bien diviser par le coefficient de sécurité. Non, le coefficient de sécurité, c'est quoi? Sigma admissible, elle est égale à sigma E divisé par S. Là, il me donne directement sigma admissible. Donc, on n'aura pas besoin de ce coefficient de sécurité. Donc, je remarque aussi que la contrainte maintenant tangentielle en AA, d'accord, elle est égale à 725, elle est supérieure à la contrainte admissible qui est donnée dans l'énoncé de l'exercice. Donc, les deux joints ne résistent pas à ce changement. Il suffit d'une contrainte, par exemple pour le joint BB. Le joint BB, il ne résiste pas à la contrainte normale, mais il résiste à la contrainte tangentielle. Malgré ça, pour moi, le joint ne résiste pas à ce chargement. Il faut s'assurer que les deux contraintes doivent résister. D'accord? Les deux contraintes doivent résister et les deux joints doivent résister. C'est-à-dire les deux joints doivent résister aux deux contraintes à la fois. Sinon, ça ne sert à rien. S'il y a une défaillance d'un seul joint, dû à une contrainte tangentielle bien une contrainte, donc votre système ne va pas résister. Voilà, bon courage.